Merci Jean-François. Je remercie les organisateurs et organisatrices du colloque, le collectif Contraste, Livia Velpri et Benoît Hérault, de m'avoir invité ici à mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire à descendre de l'espace de la production des droits fondamentaux, du contenu des textes au moment de leur mise en œuvre, c'est-à-dire à m'intéresser en fait aux mises en forme, aux mises en œuvre par l'action publique, donc des droits fondamentaux. Je pense qu'en introduction, il est intéressant de au moins mettre à distance l'hypothèse par rapport à laquelle je vais me situer, c'est-à-dire en fait l'autre hypothèse possible que je ne vais pas utiliser, qui est l'hypothèse d'automaticité. Hypothèse d'automaticité qui serait de dire, et qui est parfois utilisée par un grand nombre d'acteurs de ce secteur, hypothèse d'automaticité qui est de dire que des droits fondamentaux se situent à certains endroits dans certains textes, dans la Charte et pas la Convention des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la Convention des droits des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et si on prend par exemple l'article 4 de cette Convention, on s'aperçoit qu'elle prévoit la participation des personnes handicapées aux instances politiques les concernant. Et on trouve donc un certain nombre d'acteurs politiques, acteurs de cette mise en œuvre, acteurs publics, qui montre comment la loi, par exemple, du 11 février 2005, eh bien, a traduit ces normes fondamentales en droit français, puisque à l'article 1 de la loi du 11 février, donc, on trouve une disposition prévoyant que dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, cet article serait ensuite traduit, et on trouverait très concrètement dans les institutions et dans les dispositifs qui ont été inventés, eh bien, on trouverait une traduction de cet article, puisque dans les COMEX, c'est-à-dire dans les commissions exécutives, les espèces de conseils d'administration des maisons départementales des personnes handicapées, les représentants associatifs comptent pour 1/4 des sièges, et puis dans les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les CDAPH, qui sont les commissions qui délibèrent sur l'attribution effective de droits à des personnes handicapées, les associations représentent 7 plus 1 plus 1, ça fait presque 9, mais c'est pas toujours 9, donc presque 9 sièges sur 21 voix. Donc on aurait une représentation. Et donc mon exposé pourrait s'arrêter extrêmement rapidement et Jean-François serait extrêmement content. Les normes juridiques fondamentales ont été traduites dans l'action publique et dans les commissions qui sont chargées de la mise en œuvre de ces droits. Eh bien, le droit est appliqué et tout va bien. Alors, évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Forcément, le problème est un tout petit peu plus complexe et en discutant avec Benoît Hérault au moment où il m'a demandé d'intervenir ici, il était sûr que quand on parle d'action publique et de droits fondamentaux, quand on essaie de faire travailler ces deux notions ensemble, il est sûr que l'une et l'autre sont en opposition radicale. En opposition radicale, c'est-à-dire les droits fondamentaux contre l'action publique, dans la mesure où les droits fondamentaux disposent d'une géographie et d'une histoire, d'une temporalité qui n'a rien à voir avec les niveaux de l'action publique. Géographie, tout d'abord, parce que les droits fondamentaux sont élaborés dans des lieux qui ont des prétentions à l'universel. L'Assemblée générale des Nations Unies, alors que l'action publique, elle est élaborée au guichet d'une caisse d'allocation familiale, elle est élaborée dans une équipe pluridisciplinaire de MDPH qui est plus ou moins publique, et voire pas du tout public. Les droits fondamentaux, ils sont élaborés dans des moments exceptionnels. Jean-Paul Delevoye faisait référence au fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est adoptée après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des moments exceptionnels où le monde libre, entre guillemets, se réunit pour élaborer les normes au nom desquelles il a combattu le monde qui n'était pas libre. Alors que l'action publique, elle est faite, elle, de quotidien, d'échanges, d'interactions. C'est une action qui est extrêmement située, à distance, justement, de ces moments exceptionnels. On aurait donc d'un côté, du côté des droits fondamentaux, on aurait donc une géographie et une histoire particulière, des moments exceptionnels. La Révolution française a été mentionnée 3 fois depuis ce matin. Et puis de l'autre côté, on aurait des normes secondaires d'application, pour reprendre la formule de Pierre Lascoum. Et les normes secondaires d'application, Pierre Lascoum les définit comme étant des principes pratiques, donc pas des principes fondamentaux, mais des principes pratiques, développés par les agents publics pour assurer la mobilisation et l'adaptation des règles étatiques aux faits sociaux qu'il leur appartient de gérer.
dans cette définition, il n'est absolument pas question de droits fondamentaux. Alors, cette représentation qui oppose d'un côté les droits fondamentaux et de l'autre côté les soubresauts, les pratiques, les arrangements, la négociation pour la mise en œuvre de l'action publique, cette représentation est peut-être un mythe qu'il s'agit, comme d'autres, de chasser. Et pour cela, la sociologie du droit nous permet de mettre en évidence un certain nombre d'éléments permettant non pas de montrer comment l'action publique en fait obéit réellement à ses droits fondamentaux, mais en montrant que ces droits fondamentaux ne sont pas aussi sacrés qu'ils en ont l'air, qu'il ne s'agit pas de normes aussi fondamentales qu'elles déclarent l'être. Alors pour ça, il est nécessaire de rappeler peut-être trois résultats importants de cette sociologie du droit, et notamment de la sociologie de la production des normes fondamentales. Tout d'abord, les espaces de production des droits fondamentaux, l'Assemblée générale des Nations Unies, etc., les moments constituants, bref, bon, ces espaces de production sont des espaces locaux comme les autres. C'est-à-dire qu'ils ont certes une prétention à l'universalité, c'est-à-dire ils ont la prétention de dire ce qui est universel, de définir ce qu'est la commune humanité, la commune condition humaine, comme le disait Jean-Paul Delevoye tout à l'heure. Mais ces espaces de production sont des espaces locaux dans la mesure où, à l'instar de n'importe quel autre espace de production du droit, qu'il s'agisse par exemple d'une équipe pluridisciplinaire de MDPH ou d'une commission des droits et de l'autonomie d'une personne handicapée, eh bien l'Assemblée générale des Nations Unies, ou les cercles à l'intérieur duquel s'élaborent ces normes fondamentales, sont soumises à des contraintes particulières qui pèsent et qui montre qu'en fait ces normes fondamentales sont des textes négociés comme n'importe quel autre texte, comme n'importe quelle autre norme, qu'elle soit primaire ou secondaire. Deuxième élément qui nous permet ici de désacraliser la notion de droits fondamentaux, c'est que les droits fondamentaux ne sont qu'une façon possible de définir les individus et de justifier le fait qu'ils aient accès à des droits. Pour le dire autrement, les droits fondamentaux ne sont qu'une des catégories possibles de l'action publique. Et en matière de handicap, il existe bien d'autres justifications possibles à l'attribution de droits, en fait à l'attribution de prestations sociales, à commencer par le modèle médical qui dit que le handicap se tient en l'individu, que c'est une déficience, etc. Mais on a pu inventer aussi, et c'est en partie ce qui gouverne aujourd'hui nos systèmes, le modèle social, c'est l'environnement inaccessible qui provoque le handicap. Et puis, parmi les différents modèles possibles qui ont été imaginés pour justifier les droits des personnes handicapées, on peut trouver également le modèle des droits sociaux. C'est à partir de besoins sociaux particuliers que les personnes handicapées méritent ou disposent du droit, puisque mérite, vous oubliez le mérite, disposent du droit d'accéder à des droits sociaux. Le modèle des droits fondamentaux n'est qu'une variante possible des justifications permettant d'attribuer des droits. Troisième élément, et c'est celui-là qui va me permettre de poursuivre mon intervention, les droits fondamentaux ne sont que des promesses vides tant qu'ils n'ont pas été mis en œuvre. Alors c'est ce que nous montrent un certain nombre de textes. J'ai mis en référence deux articles extrêmement importants, un certain nombre de textes qui montrent bien que les droits fondamentaux sont formulent un paradoxe. D'un côté, les États ratifient et de façon de plus en plus véhémente et de façon de plus en plus visible et de façon de plus en plus revendiquée, les États ratifient des conventions internationales que sur un plan local, elles sont le plus souvent bien en peine de mettre en œuvre. Il y a donc un décalage entre les promesses formulées dans les droits fondamentaux et puis l'action publique. Alors, Hafner-Brunton et Tsui montrent bien dans un papier de 2005 que en fait, ces droits fondamentaux permettent d'armer la société civile, d'armer le mouvement social qui peut s'appuyer sur ces droits fondamentaux pour aller au tribunal, au contentieux, pour obtenir la mise en œuvre réelle de ces droits. Promesse vide également, c'est ce que nous raconte Epp dans ce texte de 2008, où il nous dit que tant qu'il n'y a pas eu d'action publique, les droits fondamentaux ne sont que des textes. Et donc, pour savoir exactement ce que sont ces droits fondamentaux, il ne s'agit pas simplement de décortiquer et d'analyser le contenu des textes, il s'agit aussi d'aller voir très concrètement ce que font les institutions qui sont chargées de la mise en œuvre des textes. Autrement dit, c'est uniquement par l'action publique que l'on peut mesurer
l'existence ou non de ces droits fondamentaux. Et donc c'est ce que je me propose de faire ici. L'action publique étant perçue ici comme une condition de la réalisation de ces droits fondamentaux. Deux éléments pour finir cette introduction. Cette entrée par l'action publique sur les droits fondamentaux nous rappelle que les droits ne sont pas des valeurs. C'est aussi ce qu'a écrit Habermas dans Le Monde. Donc pour une fois, on peut être d'accord avec Habermas. Les droits ne sont pas des valeurs. Ça veut dire que les droits, ce sont des pratiques. Ce sont des éléments qui sont concrètement attribués à des individus. Donc les droits ne sont pas des valeurs, donc ils demandent à être mis en œuvre. Et la deuxième chose, c'est que les droits, tout fondamentaux qu'ils soient, sont des droits politiques. Ça veut dire qu'ils sont produits de façon politique, et l'Assemblée générale de l'ONU est une assemblée aussi politique que n'importe quelle autre assemblée, et ils sont mis en œuvre, ces droits, par des institutions politiques, là en l'occurrence des institutions administratives. Alors c'est ce que je voudrais essayer de vous présenter dans le temps qu'il me reste. Donc j'avais prévu de sauter mon 1, je l'avais dit déjà une semaine à l'avance que je ne ferais pas le grand 1. Donc je voudrais essayer de voir ce que deviennent les droits fondamentaux dans l'action publique, c'est-à-dire à quelles conditions peut-on imaginer ou peut-on montrer que ces droits fondamentaux sont réellement mis en œuvre. Alors, les travaux ce que je viens vous présenter ici, sont le résultat de plusieurs enquêtes collectives, notamment menées avec Anne Revillard, une enquête sur le médiateur de la République, à l'époque où Jean-Paul Delevoye était médiateur de la République, et puis une enquête sur les maisons départementales des personnes handicapées que je conduis depuis 2011. Et dont je suis l'évolution de façon plus ou moins intensive depuis 2011. Ces résultats, j'en profite pour faire un peu de promo. Ces résultats ont été publiés dans un ouvrage collectif qui est sorti au début de l'année, que j'ai coordonné avec Anne, L'état des droits, politique des droits et pratique des institutions, et dans un numéro spécial de la revue Gouvernement et Action publique, qui est sorti au mois de décembre 2014. Les propos que je tiens ici n'engagent que moi. Alors, dans un premier temps, simplement rappeler que la référence aux droits fondamentaux est arrivée à une époque, dans un contexte assez particulier de transformation de l'État, et que le fait de pouvoir se référer aux droits fondamentaux comme étant des normes qui guident l'action publique, cette possibilité a été rendue possible par l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité qui tient notamment à la remise en cause des capacités de l'État dans la mise en œuvre de son action publique. C'est-à-dire, c'est au moment même où l'État semble être la forme organisationnelle, la forme de gouvernement la plus menacée pour conduire l'action publique, que les États ont fait référence aux droits fondamentaux pour conduire cette action publique. Alors, cette transformation des États, elle tient à des phénomènes, à des processus qui sont relativement généraux, l'émergence de dimensions supranationales, l'Union européenne, etc., des alliances supranationales, des alliances infranationales aussi, des alliances régionales, par exemple, ou la montée en puissance des collectivités locales. Et puis c'est aussi une transformation de l'État avec une remise en cause de leur capacité d'action concrète, c'est-à-dire une remise en cause notamment du nombre de fonctionnaires, pas de fonctionnaires, pas d'État. Alors, la concordance des temps entre la référence aux droits fondamentaux et la transformation des capacités de l'État a fait émerger un certain nombre de critiques sur le fait que la référence aux droits fondamentaux était une forme de masque, de mythe qui permettait de cacher, de masquer l'incapacité de l'État à agir. Retenons simplement de ce grand 1, que j'aurais donc effectué de façon extrêmement rapide, retenons simplement de ce grand 1 qu'en France, les politiques des droits ne sont pas uniquement mises en œuvre par des tribunaux. Le contentieux juridique est important, mais il est très relatif si on le prend de façon comparée, et notamment si on le compare à ce qui se passe aux États-Unis. En France, la mise en œuvre des politiques fondées sur les droits fondamentaux, et notamment dans le cas du handicap que j'analyse, la mise en œuvre de ces politiques repose sur des organisations administratives, en l'occurrence sur des maisons départementales des personnes handicapées. Organisations administratives qui sont des formats organisationnels, c'est-à-dire des formes d'institutions qui sont relativement originales. Ça veut dire qu'elles ne correspondent pas réellement à ce qui se fait en droit administratif français. Elles sont relativement nouvelles, c'est-à-dire que ce sont des formats qui n'ont pas d'ancienneté dans le droit administratif, qui sont des organisations dont la caractéristique principale, et j'y insisterai, est d'être fragiles. Et puis, je conclurai là-dessus, que ce sont des institutions extrêmement malléables.
Alors, les institutions donc, qui sont chargées de mettre en œuvre ces droits fondamentaux, alors qu'il s'agisse, ce que je vais dire là à propos des maisons départementales des personnes handicapées, peut se dire à propos du médiateur de la République, ou peut se dire maintenant à propos du défenseur des droits, et peut se dire a priori d'un grand nombre d'autres institutions qui sont chargées d'agir pour mettre en œuvre ces droits fondamentaux. Ces institutions sont considérées, sont pour l'essentiel des institutions immergés dans les mondes locaux de la production des droits, c'est-à-dire que, qu'on le prenne le médiateur de la République, les correspondants locaux du médiateur de la République, enfin du défenseur des droits auquel a fait référence Jean-Paul Delevoye ce matin, ou que l'on prenne les acteurs de ces maisons départementales des personnes handicapées, ces acteurs sont immergés dans des mondes locaux dont ils ne sont qu'un des constituants et a priori pas le constituant le plus solide, pas le constituant le mieux armé. Alors ces mondes locaux de la production des droits, il y en a un grand nombre, je ne vais pas les décrire, mais le schéma que j'ai constitué ici est un schéma qui vise à montrer toutes les institutions administratives locales, et uniquement locales, il ne s'agit pas d'un niveau national, mais juste d'un niveau local, avec lesquelles la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, est censée traiter. Donc l'éducation nationale, les établissements médico-sociaux, le conseil général, les représentants de l'État local et puis également les usagers et surtout les associations représentatives de personnes handicapées. Ces différents acteurs fondent ce qu'on a proposé avec Anne d'appeler des mondes locaux de la production des droits. Et à l'intérieur de ces mondes locaux de la production des droits, les MDPH sont des institutions qui sont relativement faibles. Alors certes, la loi précise que les décisions de la MDPH s'imposent aux partenaires de la MDPH, mais la loi ne donne aucun moyen au MDPH pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de ces décisions. Ça veut dire que la MDPH peut bien stipuler que tel enfant doit être accueilli dans tel établissement. Aucun établissement n'est tenu de rendre effectif cette notification. Une obligation de moyens, pour l'instant, qui est en train juridiquement de se transformer en obligation de résultat, mais pour l'instant, il s'agit juste d'une obligation de moyens. C'est-à-dire que la MDPH ne dispose d'aucun pouvoir de sanction sur ses partenaires administratifs pour les obliger à mettre en œuvre ces dispositions. Et même pire, on pourrait considérer que les MDPH sont davantage chargés de protéger le droit des institutions administratives plutôt que les droits des individus. En effet, si la MDPH, par exemple, octroie un auxiliaire, une auxiliaire, puisque dans la quasi-totalité des cas ce sont des femmes, une auxiliaire de vie scolaire à un enfant présentant ou ayant été diagnostiqué handicapé, et que l'éducation nationale n'est pas en mesure de fournir cette assistante de vie scolaire, c'est l'éducation nationale qui devient responsable juridiquement de la non-mise à disposition d'une auxiliaire de vie scolaire. C'est-à-dire qu'au niveau local, les relations entre l'inspecteur d'académie spécialisé dans l'accompagnement scolaire et le handicap, ce qu'on appelle dans le jargon local l'IEN-ASH, et la MDPH sont des relations qui peuvent être potentiellement des relations extrêmement tendues. Ça veut dire que la MDPH a la possibilité de mettre en difficulté l'institution de l'éducation nationale. Pour ce faire, et pour éviter cette situation, la MDPH demande bien souvent, en amont, c'est pas aussi formel que la MDPH demande bien souvent, je suis obligé de schématiser un petit peu, mais il y a un ensemble d'interrelations qui permettent à la MDPH de connaître par avance les moyens dont dispose l'éducation nationale et d'attribuer des auxiliaires de vie scolaire en fonction des moyens dont dispose l'éducation nationale. Ce qui fait qu'on peut arriver parfois à des taux de satisfaction des demandes qui sont des taux de 100%. Dans certains rapports d'activité des MDPH, 100% des demandes d'AVS ont été effectivement satisfaites par l'éducation nationale. Dans ce cas-là, évidemment, ce qui est protégé, c'est bien plus le droit de l'institution administrative qui est l'éducation nationale, plutôt que les droits des personnes handicapées, là en l'occurrence de l'enfant en situation de handicap. Alors si on imagine bien que les institutions comme la MDPH sont chargées de protéger le droit de l'administration contre les droits des administrés, la MDPH ne peut évidemment pas se contenter de faire uniquement cela, c'est-à-dire de protéger uniquement le droit de l'administration contre les droits des administrés, puisqu'en fait le droit de l'administration est un droit contradictoire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même espace local, si vous prenez deux prestations, l'allocation adulte handicapé et le revenu de solidarité active, ces deux allocations sont des allocations concurrentes.
une partie de la population pourrait répondre soit d'une allocation, soit de l'autre. La MDPH va être chargée de faire le tri entre ceux qui sont à l'allocation, ceux qui peuvent bénéficier d'une allocation adulte handicapé et ceux qui peuvent bénéficier du revenu, qui ne bénéficient pas de la hache seront versés au RSA. Ces deux allocations sont pour l'une financées par l'État, pour l'autre financées par le Conseil général. Il y a donc une tension assez forte au sein des MDPH entre d'un côté les représentants de l'État, en l'occurrence la direction départementale de la cohésion sociale, et de l'autre côté les représentants du Conseil général qui nomment le directeur, qui finance le personnel, qui offre les locaux, etc. Bon. Et donc il y a une tension assez forte pour savoir qui va bénéficier de quelle allocation. Ce qui fait que la MDPH n'est pas simplement une institution qui va défendre le droit d'une institution particulière. La MDPH se trouve en fait en position d'arbitrer entre les différentes règles de droit disponibles pour traiter les situations individuelles. Et de cette position particulière dépend ce qui en fait fait référence à la notion d'autonomie reliée. Je ne savais pas que cette notion existait, mais ce que le politiste américain Carpenter appelle des réputations institutionnelles, c'est-à-dire le fait qu'une autonomie n'est pas quelque chose qui se vit dans l'indépendance, c'est quelque chose qui se construit dans l'interdépendance. Ça veut dire que plus les MDPH vont être interdépendantes avec leur environnement, plus les MDPH vont interagir avec les mondes locaux de la production des droits, plus ces MDPH vont gagner en réputation et plus elles peuvent gagner donc en capacité d'action. Ce qui fait que finalement, la MDPH est une institution qui peut éventuellement utiliser le droit des personnes handicapées pour arbitrer entre les droits possibles des institutions administratives. Alors, pour ce faire, les MDPH peuvent... Ça va. Pour ce faire, les MDPH peuvent s'appuyer sur donc un certain nombre de constituants juridiques, notamment le texte de loi qui leur donne vie. Mais ces institutions, et depuis leur création, ces institutions sont des institutions extrêmement fragiles. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, la mort des MDPH est annoncée périodiquement, tous les 6 mois. Et là encore, à propos du projet de loi sur le vieillissement de la société, la disparition des MDPH est à nouveau à l'agenda politique, comme il l'est régulièrement tous les 6 mois. J'ai donc cessé de m'inquiéter sur la disparition de mon objet. Et pris comme un fait social, c'est-à-dire comme un phénomène à analyser, le fait que ces institutions sont des institutions, et c'est un contresens du point de vue sociologique, ce sont des institutions à durée déterminée. Ça veut dire qu'elles ont été fabriquées pour être réformées. Le compromis qui leur a donné naissance est un compromis en fait qui tenait compte du fait que ces institutions étaient faites pour disparaître. Donc on a fabriqué des institutions pour permettre leur réforme. C'est un cas qui arrive finalement relativement fréquemment en matière d'institutionnalisation, mais on a fabriqué des institutions pour les transformer. Ces institutions ont été fabriquées sur un compromis à minima entre des acteurs dont aucun, initialement, ne voulait d'une formule MDPH, structurée juridiquement comme un groupement d'intérêt public. Ce sont des détails juridiques qui ont leur importance. Mais on s'aperçoit bien qu'en fait, le compromis qui donne naissance à ces institutions, ce qui fabrique ces institutions, est un compromis extrêmement fragile. Et en fonction du poids politique des uns et des autres, des alternances politiques, des élections régionales, des élections au conseil départemental, etc., on s'aperçoit qu'en fonction notamment des alternances politiques ou en fonction du poids des réseaux dans les cabinets ministériels ou du parcours, du pédigré des différents responsables institutionnels, on s'aperçoit que d'une part ou de l'autre, peuvent venir donc des projets relativement récurrents de réforme de ces maisons départementales des personnes handicapées. Alors, de cette présentation, on pourrait donc tirer la conclusion que les MDPH ne sont pas a priori des institutions qui sont en mesure de se positionner face à des institutions qui sont beaucoup mieux assises, le conseil général, enfin conseil départemental maintenant, l'État, qui sont des institutions qui sont beaucoup plus solides que ne le sont ces institutions-là. Simplement, parce qu'elles sont fragiles et parce qu'elles sont le résultat d'un compromis, ces MDPH présentent une particularité tout à fait spécifique qui est que ce sont des institutions parfaitement malléables. Ça veut dire que quand vous assistez à une commission exécutive d'une MDPH ou quand vous assistez à une commission des droits et de l'autonomie, vous êtes surpris par les jeux d'alliance changeants
superposées, simultanées, qui peuvent se dérouler entre les différents acteurs qui siègent autour de la table. Ce sont des configurations, a priori, la première fois que je suis allé en CDA, moi je m'attendais à voir les associations de personnes handicapées voter comme un seul homme, pour la défense des droits des personnes handicapées. Et j'ai mis les 6 premières heures de présence en CDA à comprendre que déjà, 1, on ne votait pas en commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que 2, les positions des associations étaient loin d'être convergentes entre elles. C'est-à-dire que bah oui, mais c'est pas si évident que ça, puisqu'elles ont été prévues pour être représentatives des intérêts des personnes handicapées, et on a donc fait appel à elles, non pas pour être gestionnaire, on a fait appel à elles, normalement, pour porter la voix des personnes handicapées. Alors, ce qui fait qu'à l'intérieur de ces MDPH, on peut avoir donc des alliances. Alors là, ce sont des alliances, c'est un tableau que je complète à chaque acte de décès annoncé des MDPH, je complète le tableau en essayant de montrer quelle alliance se réalise entre quel type d'acteurs à partir des informations que j'arrive à glaner de ci, de là, avec les informateurs que j'ai réussi à me constituer sur le terrain. Bon, et donc, vous avez dans la colonne réalisation de l'alliance l'ensemble des événements qui ont failli causer la mort des MDPH au cours de la décennie écoulée, 2005-2015. Et puis vous avez en couleur, j'ai pas trouvé d'autres méthodes graphiques, je suis pas très fort là-dedans, vous avez en couleur l'alliance réalisée. Ça veut dire que par exemple sur l'alliance, au moment du vote sur l'acte 3, enfin du débat sur l'acte 3 de la décentralisation, l'alliance réalisée est une alliance des conseils généraux et de l'administration centrale contre le reste des acteurs pour porter donc un projet de décentralisation et donc de suppression des MDPH. Et on peut montrer... Et donc je les complète au fur et à mesure, on peut montrer qu'il n'y a qu'une alliance, il y a l'alliance 2 et l'alliance 8 qui sont des alliances qui regroupent le même type de partenaires. Mais on peut montrer qu'en fait, entre les différents acteurs qui sont porteurs du projet, qui sont porteurs des institutions MDPH, on peut s'apercevoir donc que les alliances sont multiples, nombreuses, et que ces alliances multiples et nombreuses bloquent pour partie tout projet de réforme. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut supprimer la MDPH, il va y avoir un contre-mouvement qui va se mettre en place et qui risque et qui bloque le projet de réforme. Alors, bloquer, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui fait que c'est pour ça que les MDPH arrivent à résister, c'est parce que finalement, en leur sein, vous avez des acteurs qui portent leur suppression et des acteurs qui vont se battre pour leur maintien. Ce qui fait que, par exemple, en ce moment, vous avez l'association des paralysés de France qui fait une manifestation pour sauver les MDPH, alors que simultanément, dans un département, elle a porté plainte contre la MDPH pour non-respect des droits fondamentaux des personnes handicapées. Cette situation qui semble un petit peu ubuesque peut être comprise en partie par le fait qu'on se situe à différents niveaux d'action publique et que les possibilités d'alliance dépendent en fait du thème qui est porté par le projet de réforme. La CNSA ici, dans la dernière alliance, la CNSA est assez est coupée en deux, c'est volontaire et ça veut dire quelque chose. Alors, il me reste 3 minutes. Depuis combien de temps, Jean-François? D'accord. Alors, de ce tableau, on pourrait tirer 2 conséquences, 2 interprétations. La première interprétation, c'est de se dire il y a des alliances qui sont plus porteuses de droits que d'autres. Donc, a priori, on peut se dire une alliance qui contient... A priori, on pourrait se dire une alliance qui contient les associations est une alliance qui risque d'être plus favorable aux droits des personnes handicapées qu'une alliance qui contient uniquement les conseils généraux et l'administration centrale qui sont a priori uniquement préoccupés par la préservation des finances publiques. Alors il est vrai que c'est pas complètement faux quand on va sur le terrain. Le discours des associations est un discours qui fait plutôt référence aux droits et le discours notamment des vice-présidents finances des conseils généraux est plutôt un discours qui fait référence à la question financière sans trop de surprise. Mon interprétation de ce tableau est la suivante, c'est qu'il n'y a pas des configurations qui sont plus favorables aux droits que d'autres. Mon interprétation de ce tableau est de dire que il y a une confrontation des intérêts, une confrontation des logiques, une confrontation des impératifs à l'intérieur de ces structures, et que le droit, en l'occurrence, par exemple, les droits fondamentaux des personnes handicapées, les droits peuvent être des instruments, des outils qui vont permettre de solder les conflits entre ces différentes parties prenantes. C'est-à-dire que le droit peut être utilisé, les droits, en l'occurrence les droits fondamentaux, peuvent être utilisés comme une façon de régler les conflits. C'est-à-dire que loin d'un certain nombre de présupposés qui voudraient que certains acteurs soient plus intéressés à la défense des droits et que d'autres soient plus intéressés à la préservation des finances publiques, on pourrait montrer que le droit est ce qui va émerger du conflit, plutôt que le fait que certains acteurs sont davantage intéressés par préserver les droits, perclus de valeurs humanistes, etc. Donc le droit est comme une résultante du conflit,
et là les droits fondamentaux comme résultante du conflit, plutôt que comme des valeurs qui sont monopolisées par un certain nombre d'acteurs. Conclusion, donc les droits fondamentaux peuvent bien valoriser, peuvent bien transformer l'action publique. Les institutions qui sont fabriquées à partir de ces droits fondamentaux sont prises dans ce jeu de contraintes multiples. Jeu de contraintes qui rend leur comportement très imprévisible. A priori, on ne peut pas savoir si une MDPH va agir en vertu des droits ou ne pas agir en vertu des droits. Mais dans certaines configurations, notamment dans certaines configurations très conflictuelles entre acteurs, on peut arriver à montrer que ces formules-là, notamment la formule MDPH, est l'une des rares formules disponibles permettant aux droits des individus d'être reconnus comme un élément de prise de décision administrative. Merci Jean-François pour ta tolérance. Merci Pierre-Yves de nous avoir permis, après avoir discuté de la question des concepts, d'être rentré dans le local et d'être rentré dans les MDPH